quand on vous demande l'historique de l'ONU, historique, comment on a fait jusqu'à arriver à la création de l'ONU. Donc, on vous dit 1941, la charte de l'Atlantique, et cette charte de l'Atlantique, ça signifie quoi? Lors d'une rencontre entre Roosevelt et Winston Churchill, pour la première fois, ces deux leaders vont se croiser au Canada. On parle de Terre-Neuve, dans un bateau appelé le Potomac, une rencontre secrète. Ok? C'est là-bas où Roosevelt va souffler l'idée de la création d'une nouvelle organisation internationale. Ok? Et finalement, en 1942, c'est là où on entend pour la première fois l'expression Nations Unies. Donc, l'expression Nations Unies va être prononcée, expression Nations Unies va être prononcée à la conférence de Washington. À la conférence de Washington. À la conférence de Washington. Alors, donc, l'autre, c'est 1945 à San Francisco. Donc, San Francisco. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Là-bas, on va ratifier, oui, la charte. Oui, c'est bon, San Francisco, il faut signer les conventions ou ratifier le fonctionnement par combien d'États? Ratifier le fonctionnement 50 États. 50 États. Alors, quelle est la date qu'on a retenue officielle pour la création de l'ONU? 26 juin. Ah, 26 juin, là, ça donc quoi? L'ONU commence à fonctionner, hein? L'ONU commence à fonctionner à partir de quelle date? Le 24 octobre 1945. C'est la date d'anniversaire de l'ONU, chaque année. Chaque 24 octobre, on célèbre l'anniversaire de l'ONU. Donc, 24 octobre 1945, l'ONU devient officielle. C'est bon. Alors, les objectifs de l'ONU. On va donner quelques objectifs. Hein? Oui, qui peut nous donner? Donc, maintien de la paix et de la sécurité internationale. Ça, c'est une seule décision, hein, et seul objectif. International. L'autre décision, c'est quoi? Renforcer la solidarité. Renforcer la solidarité et la coopération entre les pays membres. La coopération entre les pays membres, mais aussi l'ONU va lutter contre la pauvreté. Oui, et quoi encore? Garantir le respect des droits de l'homme. C'est bon. Mais cette organisation va avoir aussi des principes. Qui peut nous donner les deux principes de l'ONU? Oui. Comment l'ONU fonctionne? Les principes de l'ONU, c'est quoi? C'est d'abord la résolution pacifique des conflits. Résolution pacifique des conflits
la résolution pacifique des conflits et la non-ingérence dans les affaires des États. La non-ingérence dans les affaires des États. Ça signifie quoi? L'ONU, chaque pays peut décider la manière dont il compte fonctionner. Ce n'est pas le problème pour l'ONU. OK? Donc, voilà ce qu'on appelle les principes de l'ONU. Donc, il ne faut pas confondre les objectifs de l'ONU et ses principes. Et ces forces d'intervention sont connues sous le nom des casques bleus qui vont toujours être envoyés sous décision du Conseil de sécurité. Quels sont les pays membres de ce Conseil de sécurité de l'ONU? L'ONU a 15 membres au niveau du Conseil de sécurité, 10 non permanents et 5 permanents, avec le droit de veto. Qui sont ces pays? Les 5 pays membres du Conseil de sécurité ou membres permanents du Conseil de sécurité avec le droit de veto. Aujourd'hui, on ne parle plus de l'URSS. On parle de la Russie. Donc, vous avez les USA, oui, la Russie, oui, la France, Chine, Angleterre. Ce sont les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité, permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Sécurité de l'ONU. Et chacun a un droit appelé le droit de veto. C'est bon. Qui est un pouvoir d'interposition pour valider ou bloquer une décision. OK? Donc voilà ce qu'il faut noter. Et concernant son bilan, le bilan de l'ONU, l'élève dit toujours, c'est un bilan mitigé. Ça signifie quoi? L'ONU a réalisé des choses positives, mais aussi il y a certaines choses qui lui ont échappé. Négatif. Qu'est-ce que l'ONU a réalisé? Oui? Une troisième guerre mondiale. Bon, régnant, épargner le monde d'une troisième guerre mondiale. C'est bon. Et quoi encore? L'ONU a réussi quoi encore? Le mouvement de décolonisation. L'ONU a réussi ça. Parce que c'est déclaré officiellement une tribune anticoloniale. Mais aussi la création de l'État d'Israël. Création de l'État d'Israël. L'ONU a réussi ça. C'est bon. Et quoi encore? Qu'est-ce que l'ONU a réussi? Le respect des droits de l'homme. Qu'est-ce qui est négatif pour l'ONU? L'ONU n'a pas pu mettre fin, oui, n'a pas pu faire taire les armes à travers le monde. OK? Donc, l'ONU n'a pas pu faire taire les armes à travers le monde. Et quoi encore? N'a pas aussi, dans sa politique de lutte contre la pauvreté, l'ONU n'a pas pu mettre fin à la pauvreté. Ça, c'est ce qui est négatif. Maintenant, dans ces perspectives, les perspectives de l'ONU, c'est quoi? L'ONU va avoir un ennemi. C'est la lutte contre le terrorisme. Perspective, lutte contre le terrorisme.
et la prolifération des armes nucléaires. Et la prolifération des armes nucléaires. Les armes nucléaires. Ça, c'est les perspectives de l'ONU. 181. Ça, c'est une solution de l'ONU. L'ONU a solutionné. Et cette solution est aboutie à la création de l'État hébreu. Hein? Oui? Oui? On peut parler du droit de veto sur le bilan. Oui, on est en train de contester le droit de veto. Pourquoi? Parce que aussi, les pays membres utilisent le veto à leur propre intérêt. Okay? Quand leur intérêt est menacé, ils parlent du veto. Et si l'intérêt n'est pas menacé, ils ne vont absolument rien dire. Quand Israël a bombardé l'Iran, les États-Unis, ils ont dit qu'ils ne sont pas au courant. Mais quand l'Iran commence à bombarder parce que Israël est ami des États-Unis, l'Amérique réagit. Ok? C'est bon. Alors donc, voilà de façon brève ce qu'il faut noter concernant cette première leçon sur les impacts de la Seconde Guerre mondiale. C'est bon, hein? Relation Est-Ouest est aussi connue sous le nom de la guerre froide. Guerre froide. Ou bien, on l'appelle un conflit idéologique. Guerre idéologique. Idéologique. Guerre idéologique. C'est bon. Alors, la guerre froide est un conflit qui va éclater dans le camp des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, au niveau du camp de la Grande Alliance. C'est bon. Alors, on vous dit, à partir de 1946, il y a ce qui va se passer en Europe. Cela nous amène d'abord à vous édifier sur les causes de ce conflit. Pourquoi la guerre froide? On a d'abord ce qu'on appelle la violation de l'esprit de Yalta. Violation de l'esprit de Yalta. L'esprit de Yalta. Et quand on dit ça, l'élève doit expliquer ça. Ça signifie quoi? Quand on dit violation de l'esprit de Yalta, l'élève dit à Yalta, les trois grands avaient décidé sur la tenue des élections dans les pays libérés par l'armée rouge, en Europe de l'Est et en Europe centrale. OK? La tenue de ces élections, ça sera une grande surprise. L'Amérique a constaté que ce sont les leaders communistes qui ont remporté ces élections en Europe de l'Est et centrale. Et voilà pourquoi les États-Unis vont parler d'une fraude électorale qui a été orchestrée par l'URSS. Donc l'URSS n'a pas respecté la tenue des élections libres, transparentes et démocratiques en Europe de l'Est et centrale. Voilà pourquoi les leaders communistes ont remporté ces élections. Voilà pourquoi on nous parle de la violation de l'esprit de Yalta, comme il cause de cet affrontement Est-Ouest. La rupture mooy tas lu ko tas loolu ngay njëkk a indi ci loolu la ñu nekk c'est bon tas na foofu ñu laajte lu ko tas c'est bon Aïssa c'est bon voilà
les causes, hein, les causes de là. Et ça, on peut dire, quand on dit rupture, on dit bipolarisation. Pourquoi la Grande Alliance a éclaté? C'est bon. Alors donc, on vous dit la suppression du prêt de bail. Le prêt de bail, c'est une aide américaine que l'Amérique a décidé de supprimer. OK? Alors, quand l'Amérique a décidé de supprimer cette aide-là, Staline va dire les USA ont supprimé cette aide américaine à travers les pays de l'Europe. C'est uniquement dans cette logique d'empêcher à l'URSS de terminer sa politique de reconstruction. OK? Donc, l'Amérique accuse l'URSS ici, avec les élections en Europe de l'Est et centrale. L'URSS accuse l'Amérique ici, avec la suppression de l'aide. C'est bon. L'autre cause, c'est l'octroi d'une partie de l'Allemagne et de Berlin. À la France. À la France, auquel s'oppose l'URSS. Quand on a décidé de diviser l'Allemagne, mais aussi de diviser sa capitale en 4 zones d'occupation, une zone de Berlin sera confiée aux États-Unis, une zone à l'URSS, une zone à l'Angleterre. L'URSS a dit que la France ne doit pas avoir une partie, ni à Berlin, ni en Allemagne. Pourquoi? Parce que la France n'a pas fourni un effort à la guerre. Si on se rappelle, à partir de 1940, Belgique, Pologne, Hollande, France, ces pays sont tous capitulés. OK? Et pourquoi on va récompenser la France à Berlin et en Allemagne alors que la France n'a pas fourni une effort? C'est ça qu'on appelle les contentieux. Et l'URSS va contraindre encore les pays de l'Europe de l'Est et de l'Europe centrale à ne pas accepter l'aide Marshall. Car pour lui, l'URSS, accepter l'aide Marshall, c'est renoncer à l'idéologie communiste. La doctrine Ivanov va se matérialiser en s'opposant aux USA et il se déclare anticapitaliste, anti-impérialiste, et défenseur de la démocratie. Et pour s'opposer au plan Marshall, ils vont mettre en place ce qu'on appelle le KM, où on parle du commun, le Comecon. OK? Et ça va soulager au plan économique les pays communistes. C'est bon. Alors donc, à partir de cette période, le monde va se bipolariser. Et voilà pourquoi on parle de l'année décisive des relations extérieures. Donc l'année où je vous parle de 1917, on a aussi donné 1947. Qu'est-ce qui se passe? En 1947, l'élève qui a appris nous parle de la bipolarisation. Et on dit bipolarisation du monde. Et ça signifie quoi? Le monde va se diviser en 2 blocs. C'est bon. La formation des blocs. Et on va donner quelques exemples. Alors, si on prend sur le plan idéologique,
Le bloc de l'Est défend le communisme et le bloc de l'Ouest le capitalisme. C'est bon. Et il y aura ce qu'on appelle des alliances militaires. Traité de l'Atlantique Nord qui va regrouper les pays d'Europe capitaliste avec les États-Unis. Seule organisation rescapée de la guerre froide qui continue à exister jusqu'à présent, l'OTAN. Ok? Quelle autre organisation? Vous avez l'OEA, Organisation des États américains. C'est bon? L'Amérique et les États de l'Amérique, du continent américain. Donc, ces alliances militaires créées par le bloc de l'Ouest pour préparer les éventuelles attaques de leurs adversaires, ce qui va les amener à parler de la création de ces alliances. Alors, donc, avec le bloc de l'Est, une alliance militaire va être créée. C'est le pacte de Varsovie. Varsovie 1955. Cette alliance va avoir comme objectif la répression dans les pays communistes lorsqu'il y a des mouvements de contestation. Ok? Et au plan économique, vous avez le CAEM. Et on parle de Cominform, qui est aussi une organisation chargée de la coordination des activités des pays communistes ou des partis communistes, le Cominform. Ok? Alors, là, c'est la guerre froide. Ce qu'il faut aussi prêter attention, il faut maîtriser les causes de la guerre froide. On peut vous donner un document sur la guerre froide. On vous demande de faire le contexte historique. C'est bon? Du document en rappelant les causes de la guerre froide. Il y a des documents qui viennent comme ça. Maintenant, si tu ne maîtrises pas ça, tu ne peux pas faire le contexte. Il faut aller faire la dissertation. Aïcha, il faut disserter. Quand toi, tu ne sais pas présenter un auteur ou présenter un texte, et que ici, on vous dit, faites le contexte historique des événements, en rappelant les causes de la guerre froide. Et toi, tu ignores ces causes-là. Il faut aller disserter. On ne peut pas faire ce qu'on ne maîtrise pas. On va donner ce qu'on appelle la guerre froide en Europe et en Asie. Et si on vous dit ça, l'élève doit donner quel conflit? Guerre froide en Europe et en Asie. Un conflit en Europe de la guerre froide, un conflit en Asie de la guerre froide, 1948-1953. C'est bon. On peut vous donner une dissertation comme ça. Si on vous donne une dissertation comme ça, respectez la chronologie. On ne vient pas avant. Et ici, on ne va pas après. À l'histoire, il faut toujours respecter la chronologie. Amener les événements qui correspondent à cette fourchette chronologique. Et quel conflit on peut amener en Europe sans qu'on dise guerre froide en Europe. Maintenant, guerre froide en Europe. Mais on vous dit 1948-1953. Donc là, l'élève qui a appris doit nous amener la première crise de Berlin. Crise de Berlin. C'est ça qu'on appelle la guerre froide en Europe. 1948. Mai 48, juin 49. C'est bon. Là, comme cause, on parle de la politique du trésor. C'est bon, une cause. L'autre, mise en place d'une monnaie commune. Voilà les premiers conflits qu'on peut noter
au niveau de cette fourchette 1948-1900. C'est bon. Maintenant, si dans un document, le document vous parle de la guerre froide, hein, et après on vous parle de ce conflit, on vous demande, faites le contexte historique du document en rappelant les facteurs du cadre particulier du document. Le cadre particulier du document. Hein? Am ngeen crise bi ci biir guerre froide la jur. Donc comme guerre froide moo ko jur moom mooy doon cadre général ah. Les cadres particuliers da ngeen ne particulièrement la première crise de Berlin de 48 à 49. Il a amené les facteurs de l'événement particulier. Donc là, tu dis en effet, ce conflit s'origine de la politique de Trizon et de la mise en place d'une monnaie politique. Ça paraît ça contexte. Hein? Les faits relatés dans ce document s'inscrivent dans un contexte général des relations Est-Ouest. Hein? C'est bon. Sur la relation Est-Ouest, vous ne pouvez définir. Hein? Les relations Est-Ouest, un affrontement idéologique entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Particulièrement la première crise de Berlin de 1948 à 1949. En effet, ce conflit s'origine de la politique de Trizon et de la mise en place d'une monnaie politique. Il y a le contexte, c'est fini. Contexte grave. Dafa yomb ah. Lii le contexte historique. Mais vous allez suivre encore les consignes. Si c'était, on vous dit, en dégageant les facteurs du cadre général, donc là, tu vas amener les causes de la guerre froide. Les facteurs du cadre particulier, tu vas amener les causes de la première crise de Berlin. Hein? Alors, on vous parle du déroulement. Le déroulement n'est rien d'autre que la mise en place d'un fonds aérien. Donc, mise en place d'un fonds aérien par les leaders du bloc de l'Ouest, matérialisé par des vols d'avion. Parfois, on estime à 1000 vols d'avion en 24 heures. Hein? Les conséquences de la première crise de Berlin. Conséquence, division de l'Allemagne en deux États, RFA et RDA. République fédérale du côté du bloc de l'Ouest. Hein? Voilà. République démocratique allemande du côté du bloc de l'Est. C'est bon. Voilà. Va prendre fin la première crise de Berlin. Un exemple de la guerre froide en Europe, 1948-1953. On peut prendre cet exemple de la crise de Berlin. Maintenant, en Asie, c'est la guerre de Corée. Guerre de Corée, 1950-1953. La cause, c'est quoi? C'est la politique de réunification des deux Corées. La politique de réunification. C'est ça la cause. Hein? Alors, pourquoi il faut retourner en avant? Je vais vous expliquer ça. Hein? Pendant la Deuxième Guerre mondiale, hein, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez trouver que le Japon, dans son idéologie communément appelée l'asiatisme, le Japon va être le maître à penser de ce mouvement.
le Japon va dominer la Chine avec son impérialisme. Le Japon domine la Corée. La Deuxième Guerre mondiale éclate. Quand la Deuxième Guerre mondiale a éclaté, le Japon a reçu les bombes atomiques. Hiroshima, Nagasaki, 6-9 août 1945. Le 2 septembre, le Japon signe sa défaite, l'armistice. Nous, les Japonais, on accepte qu'on est capitulé. Et quand le Japon accepte sa capitulation, le 2 septembre, la Deuxième Guerre mondiale va prendre fin. C'est bon. Et les superpuissances vont décider, finalement, de prendre toutes les colonies japonaises. C'est par cette occasion que la Corée va être divisée. La Corée du Nord est confiée à l'URSS, la Corée du Sud aux USA, divisée au niveau de la 38e parade. C'est bon. Et lorsque l'ONU est devenue officielle, dans sa mission de maintien de paix et de la sécurité, l'ONU va dire, moi en tant qu'ONU, je ne peux pas parler de paix et de sécurité au moment où il y a des pays qui sont sous la domination. L'ONU va exhorter l'URSS d'évacuer la Corée du Sud. La Corée du Oui, l'URSS va recommander à l'URSS de quitter la Corée du Nord. Ok? Et recommande encore aux USA de quitter la Corée du Sud pour que ces États tiennent des élections. En juillet 1953, un traité connu sous le traité de Panmunjom, est signé et qui va mettre fin à la guerre qui met fin à la guerre de Corée. C'est bon. Et la Corée reste toujours divisée. Jusque-là, qu'est-ce qu'on peut retenir de la guerre froide pour vous? La guerre froide en Allemagne, la guerre froide au niveau de la Corée. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Partout où ce conflit passe, on constate quoi? La division. C'était une question aussi au bac. Oui. Qu'est-ce que vous constatez des impacts de la guerre froide dans les conflits de Berlin et de Corée, mais aussi du Vietnam? Ok? L'élève va dire, on constate que partout où la guerre passe, la guerre froide passe, il y a une division. Vous donnez l'exemple. Dans la première crise de Berlin, on constate une division. Dans la crise de Corée, on constate une division. Là, puis, guerre du Vietnam, on constate une division. Ok? Alors, et quelle période va venir? C'est la coexistence pacifique. Alors, 1953, 1962. Hein? C'est bon. Alors, si on parle de cette période, il y a 3 parties qu'il faut noter. C'est bon? Les facteurs. Hein? Tu peux nous dire les 3 parties? L'élève doit maîtriser d'abord les facteurs. Pourquoi la coexistence pacifique? Les facteurs. Et toi, tu nous parles encore de ces manifestations. Et encore, tu nous parles les limites de cette période. Voilà les 3 phases qu'il faut noter. Ok? Facteur, manif et
limite. Quand on dit un facteur politique, je vais dire l'arrivée des changements de dirigeants. Ok? Et encore, tu continues pour dire quoi? Chaque dirigeant va se déclarer favorable à la coexistence pacifique. Ok? Donc, au plan politique, l'arrivée des deux nouveaux dirigeants. Oui, USA, Eisenhower et URSS, vous avez Khrouchtchev. Vous voyez? Et on peut prendre l'autre facteur, c'est l'équilibre de la terreur. L'équilibre de la terreur. On peut expliquer ça avec l'avènement de l'URSS. Ok? On vous dit, jusqu'en 1949, l'URSS va mettre fin à la suprématie nucléaire des USA. Ok? Donc, 1949, l'URSS va avoir quoi? Sa bombe atome. L'URSS explose sa bombe atome. Ou bien on peut parler de BA, bombe atomique. Et pour surprendre les États-Unis, en 1953, une bombe H appelée bombe hydrogène. Donc, avec ça seulement, on peut parler de l'équilibre de la terreur. Ok? Mais il faut tenir compte que la France va avoir sa bombe atomique. La Chine aussi va avoir sa bombe atomique. L'Angleterre aussi va avoir sa bombe atomique. Donc, à partir de 66, 64, les bombes vont devenir aussi ce qu'on appelle des réalités dans ce pays puissant. C'est bon. Hein? L'autre facteur, c'est l'émergence du tiers-monde, avec le non-alignement. Les pays afro-asiatiques ont décidé de ne pas se rallier ni du côté du bloc de l'Est, ni du côté du bloc de l'Ouest. Et ce front va être appelé le front du non-alignement à la conférence de Belgrade en Yougoslavie. C'est bon. Alors, maintenant, si on vous parle des manifestations de la coexistence pacifique, comment la coexistence pacifique s'est manifestée? Oui? Tu peux me donner la réponse? La coexistence pacifique s'est manifestée par deux choses. C'est la signature des accords, des traités de paix et des visites officielles. Donc, manif de la coexistence pacifique. On parle de la signature des accords ou des traités de paix, signature des accords de paix. Alors, quel accord a été signé? Oui? Quel accord a été signé? Panmunjom, en quelle année? 53. Donc, accord de Panmunjom, 1953. Quel accord encore? Genève en Suisse, Genève, 1954. Qui a mis fin à quoi? À la guerre d'Indochine. A mis fin à la guerre d'Indochine. C'est bon. Et dans ce contexte, on ne peut pas parler du traité d'Évian
avec la décolonisation en Algérie. C'est bon. Alors, pour les visites, qu'est-ce qui se passe? 1956, qui et qui vont se croiser à Londres? Khrouchtchev et Eisenhower. Donc, 1962, il va signer un traité avec l'URSS, avec l'URSS, et donne encore l'aval aux soviétiques d'installer des missiles pour sécuriser son régime. Ok? Et c'est par la suite que les Américains vont avec les services de renseignement appelés les avions U-2 photographes vont photographier des rampes de missiles au niveau de Cuba. C'est bon? Les têtes de missiles. Aujourd'hui, si vous regardez l'Iran, vous allez voir comment les véhicules là transportent des missiles, hein? Des missiles de 2000 ou bien de 1000 portées. Mais dans ce qu'on appelle la défense, on va voir que l'Amérique ou l'URSS vont mettre en place des bombardiers intercontinentaux. Donc nous, ces guerres-là, nous ne pouvons plus de. Suñu waxee waaye pare la ñuy toog rek di yónnee ak jarul ñuy participer ah jarul ñun nañu noppi rek nañu lekk suñu mbaxal yi lekk suñu ceeb ñu dem seen billaay suñu defee ba ñu ne ñun ci lañu bokk am naa la benn journée rek ñu pare benn journée nooy la alors donc vous voyez, c'est à partir de 62 que on vous parle de discours télévisé, encore 1962, télévisé de Kennedy. Oui, s'il y a une guerre, les historiens vont partir. Kennedy. Non, les journalistes vont nous rapporter les événements. Maintenant, la technologie est là. Pourquoi? La technologie est là. On peut rester chez nous et superviser. Donc, vous voyez, et c'est à partir de cette période que la coexistence va prendre fin. 1963, on a ce qu'on appelle la conférence de Moscou. OK? Et dans cette même foulée, 63, la création d'une ligne téléphonique rouge. Ligne téléphonique rouge entre le Kremlin et la Maison Blanche pour mettre fin à d'éventuels conflits à travers le monde. Hein? Donc ça, c'est l'essentiel que l'élève doit aussi noter concernant les relations Est-Ouest. Hein? L'autre phase, c'est communément appelé la défense. C'est bon. De 63 à 75, 75 à 85, on vous parle de la guerre fraîche. Hein? De 85 aux années 91, c'est la fin de la guerre froide avec l'avènement de Mikhaïl Gorbatchev qui va lancer ses triptyques perestroïka, glasnost et démocratie. C'est bon.